Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission organisée dans le cadre du processus électoral en cours ici, en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons. Aujourd'hui, il est question d'insécurité, de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Quelle est l'ampleur du phénomène? Et pour en débattre, nous avons deux invités sur ce plateau. Monsieur Faïraman Rodrigue Koné, il est sociologue, chercheur à l'African Security Sector Network. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Également avec nous, monsieur Saka Ninafolo Laurent, il est expert en économie du terrorisme. Il enseigne à l'université de Bouaké. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'appréciation, ce qui nous permet de nous plonger dans les questions d'insécurité, de lutte contre le terrorisme ici en Côte d'Ivoire. Suivons plutôt, on vous retrouve sur le plateau dans quelques instants. La ville de Grand Bassam n'oubliera pas de sitôt ce 13 mars 2016. Ce jour-là, le terrorisme a porté l'effroi dans le sein de la ville historique. Des corps sans vie qui jonchent les plages. Al-Qaïda au Maghreb islamique et Al-Morabitoun viennent de causer la mort de 22 personnes, dont 16 civils et 3 militaires. Ils y perdront 3 des leurs. Le traumatisme de la population est alors à la hauteur de la barbarie. Et même 4 années plus tard, l'évocation de ce souvenir semble raviver des plaies visiblement pas cicatrisées. Le traumatisme a été vraiment sérieux. La ville de Bassam n'a jamais été habituée à ce genre de choc. Donc, vraiment, nous gardons vraiment un lourd séquel de cet événement. C'est à cause de ça, les touristes ont peur de sortir. Ils ne viennent même pas. Maintenant, nos touristes, ce sont les Africains. Ce sont eux qui achètent un peu par rapport aux Blancs. Les Blancs, même, on les voit rarement. Dès 2015 pourtant, comme si elle avait flairé la menace, la Côte d'Ivoire prend des mesures pour se prémunir d'éventuelles attaques terroristes. En Conseil des ministres, le 18 février de cette année, un projet de loi est adopté. Il prévoit, entre autres, de punir de 10 à 20 ans l'apologie du terrorisme. Mais ces garde-fous n'auront pas dissuadé les terroristes qui récidivent en 2020 à Kafalo cette fois, au nord de la Côte d'Ivoire. Globalement, il faut dire que le terrorisme, l'évolution du terrorisme dans la sous-région ouest africaine n'épargne aucun pays. Et la Côte d'Ivoire reste une cible idéale parce que d'abord, c'est un pays côtier. Mais quand même, dans la sous-région, c'est un pays, quand même, au point de vue politique, économique, a une certaine visibilité, dont, je dirais, des actions autour, en frappant ce pays, pour avoir un écho médiatique assez répandu. Mais reste aussi la question de la sécurité intérieure. Après la récente guerre qu'a traversée la Côte d'Ivoire, le pays a renoué avec la calmie. En 2018, les gouvernants se félicitent d'avoir hissé le pays à un indice de sécurité record de 1,3. En 2012, il était à 3,4 sur une échelle de 5. Alors pour y arriver, l'État a dû retrousser les manches. À en croire le ministre en charge de la sécurité, cela a été rendu possible grâce à la mise en œuvre de la loi de programmation des forces de sécurité intérieure et aux réformes engagées par le gouvernement dans ce secteur. Mais de fréquentes mutineries, ajoutées au phénomène des enfants en conflit avec la loi, ternissent quelque peu ces efforts du gouvernement. Je peux dire pour ce qui est de la protection vis-à-vis de l'extérieur, c'est bon. Maintenant, pour la sécurité interne, on peut dire que c'est un niveau acceptable. Le 13 juillet 2020, en riposte à l'attaque terroriste de Kafalo, le gouvernement a annoncé la création d'une zone opérationnelle dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'apporter une réponse à la montée de l'insécurité aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso. La loi de programmation militaire, les mesures de resocialisation des enfants en conflit avec la loi et l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme annoncée à Jacquesville sont autant de mesures prises par le gouvernement pour maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire ainsi qu'aux frontières du pays. Mais vaincre définitivement le terrorisme nécessitera certainement une action commune des États au plan régional, sous-régional et même à l'échelle mondiale. On revient sur ce plateau. Monsieur Saka, dites-nous, quel est l'état des lieux que vous faites de la question sécurité ici en Côte d'Ivoire? Merci, Monsieur Davila. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire présente un visage auquel on ne s'attendait pas forcément. Les années précédentes, on a constaté
une avancée progressive de l'insécurité, mais aujourd'hui, on pense qu'on est plus ou moins à un pic. Un pic d'insécurité ou bien un pic de sécurité? Un pic d'insécurité, bien sûr. D'accord. Est-ce votre constat aussi? Oui, mon constat est que d'abord, il faut dire que la figure de l'insécurité en Côte d'Ivoire, elle est multiforme. Hein. Elle s'exprime à plusieurs niveaux, à un niveau à la fois peut-être politique lui-même, aussi à un niveau criminel, avec des dimensions qui sont également elles-mêmes plus réelles qu'on peut retrouver autour d'un ensemble d'indicateurs. Tout à l'heure, en introduction, vous avez parlé de la question des enfants en conflit avec la loi, mais il y a eu aussi de façon récurrente pendant une bonne période toutes ces questions qui étaient liées aux coupeurs de route, et aux attaques au domicile, ainsi de suite. Ben, pour en revenir essentiellement à ça, à mon avis, c'est que selon la période, si l'on considère entre 2011 et 2020, on peut dire que l'insécurité au départ était très visible dans tous les secteurs après juste la crise post-électorale, avec un certain niveau de stabilisation aux alentours de 2014-2015 et également avec certains événements majeurs qui ont dominé l'actualité sécuritaire, notamment les mutineries en 2016-2017. Mais il reste toujours que des faits aussi importants comme la menace djihadiste qui est apparue aussi dans l'espace montrent qu'effectivement il y a un environnement sécuritaire qui s'est dégradé d'un certain côté, mais qui s'est amélioré aussi d'un autre. La situation, en d'autres mots, de 2015 n'est pas véritablement comparable à celle de 2011 ou encore moins. Donc il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, mais en même temps avec de nouvelles formes d'insécurité qui sont nées et qui constituent de véritables enjeux sécuritaires actuellement. Monsieur Sarka, vous disiez tout à l'heure que l'insécurité a atteint un pic à un moment donné. Est-ce que vous avez des éléments précis qui reflètent ce pic-là dont vous parlez? On pourrait aujourd'hui faire le constat de façon sporadique de phénomènes d'insécurité. Et au niveau de la capitale, on observe également une certaine tension, un climat assez crispé. Et les rues ne sont pas bondées de monde dès les premières heures de la journée. Ça augure déjà d'un environnement sécuritaire relativement précaire. Et ce n'était pas ainsi les mois précédents. Donc, relativement aux périodes assez récentes, on se retrouve donc à un pic. Effectivement, si on veut remonter aux années 2012, voilà, il faut dire qu'il y a une avancée considérable. Mais il faut le dire, les échéances électorales y sont pour beaucoup. Très bien. Monsieur Koné, il y a le classique qu'on observe dans tous les pays en termes d'insécurité, le petit banditisme, quelques attaques à main armée. Mais il y a une nouvelle forme qui a été développée ici en Côte d'Ivoire, le phénomène des jeunes, de ces enfants, ces adolescents qui sont en rupture avec la loi, mais qui se sont constitués en groupe pour attaquer des gens, on les a appelés ici les microbes. Alors, comment est-ce que ce phénomène-là est né ici? Ça part d'où concrètement? Ben, il faut dire que notre pays connaît une crise depuis longtemps, une crise qui est multiforme, hein, économique, avec une longue instabilité militaro-politique en 2000 et 2010. Donc, on va dire que l'ensemble de ces crises-là sont, je dirais, la matrice ou la structure de base qui a fait émerger des groupes de ce type. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces phénomènes qui sont essentiellement urbains se retrouvent aussi dans beaucoup de capitales dans le monde. En Amérique latine, d'ailleurs, le mot microbe vient très bien des favelas brésiliens.
Et donc qui sont créés par une situation d'inégalité sociale et de manque de développement dans certains espaces en particulier. Mais si on revient dans le contexte ivoirien, ce rajeunissement de la criminalité à travers ces enfants microbes-là est également le produit des crises sécuritaires que nous avons vécues au niveau politique et au niveau militaire. Parce que si on se souvient bien, ce phénomène des enfants en conflit avec la loi a émergé tout juste après la crise post-électorale. Et si on veut en faire une analyse historique, on peut se rendre compte que ce sont souvent des enfants qui ont plus ou moins été à côté des adultes qui étaient engagés dans le conflit. On a vu des enfants qui étaient un peu, on va dire, en griffe des indiques, ainsi de suite, mais dans des quartiers déjà ghettoisés où les aînés étaient des acteurs actifs un peu de ce conflit politique. Et donc, quand on regarde leur mode opératoire, on se rend compte qu'ils ont appris aussi les techniques du conflit qui a éclaté en 2010, la crise post-électorale. Mais on voit très bien que ce phénomène, quand on voit le profil de ces enfants, on voit très bien qu'ils sont issus des quartiers défavorisés. Je veux dire en d'autres mots, le produit un peu de l'inégalité économique et sociale liée à la faiblesse des politiques de développement en Côte d'Ivoire. Monsieur Sarka, monsieur Koné est allé très loin pour pouvoir trouver un modèle ou pouvoir trouver un corollaire entre ce qui se passe en Côte d'Ivoire et la même chose ailleurs. Il est allé jusqu'en Amérique latine. Mais dans la sous-région, on n'a pas observé un phénomène aussi proche de ce qui est observé qu'on appelait microbe en Afrique. Est-ce que vraiment c'est la crise post-électorale qui a généré vraiment tout cela? Bien, moi je dirais sur la question que la crise post-électorale a été un catalyseur et j'attribue plutôt ce phénomène à un échec de la société elle-même. Aujourd'hui, la société va à une vitesse où lorsque vous êtes décroché du système, on ne peut plus vous ramasser. Si vous sortez du cadre scolaire, alors vous n'avez plus de plan B, comme on dit. Voilà, vous êtes relâché. Et je voudrais sur cette question dire que nous avons réalisé une étude sur cette question de vulnérabilité au niveau du district d'Abidjan. Et le constat a été que ces individus qui sont généralement appelés microbes, moi je dirais plutôt des jeunes vulnérables et marginalisés. Voilà, d'un point de vue sociologique, je crois que le confrère pourra le confirmer, on parlera beaucoup plus de jeunes vulnérables et marginalisés. Et dans cette catégorie, ils ne sont pas tous les microbes, mais ils sont exposés, ils sont susceptibles de le devenir. Alors, voici des personnes qui, au niveau de la collectivité, n'ont pas bénéficié des meilleures dispositions d'accompagnement. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis en relief un certain nombre de phénomènes qui ont permis de comprendre que ces individus ont des caractéristiques sociologiques, qui sont différentes. Certaines personnes sont orphelines, et de père et de mère. Et en fonction des différentes localités, des différentes communes d'Abidjan, il y avait un profil qui se dégageait. Alors sur le terrain, qu'est-ce qu'on a constaté? Voici, comment est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, que des enfants se retrouvent dans une villa dormant à même le sol sur des cartons. Quand vous entrez dans cet environnement, vous aurez un autre regard de ces individus. C'est plutôt de la compassion qu'il faut avoir. Voici des personnes qui ne bénéficient pas de l'accompagnement social. Est-ce que vous voulez dire que la pauvreté et la précarité dans laquelle vivent les géniteurs a été un terreau favorisant le phénomène? Je ne dirais pas qu'il s'agit de pauvreté. L'éducation prend en compte également l'accompagnement moral et la chaleur qui va autour de l'individu. Mais qui devait assurer cet accompagnement-là? Les parents. Ou l'État? Les parents. D'abord. L'éducation commence par la famille. Donc c'est les parents qui ont démissionné, c'est ça? Les parents ont démissionné et l'État,
qui, à un niveau plus élevé, est chargé de mettre en place un certain nombre de dispositions, n'arrive pas à ramasser ceux qui sortent du système. Et c'est là qu'il commence à avoir un gap entre ce qui devait être fait et ce qui est fait en réalité. Il y a un certain nombre de parties prenantes en réalité qui sont chargées d'accompagner ces enfants. On a les ONG, on a également les centres sociaux. Voilà, on a fait le tour de toutes ces institutions, mais on constate qu'il n'y a pas suffisamment de moyens à leur niveau. Aujourd'hui, les centres sociaux, j'endosse sur moi cette responsabilité, n'ont pas les moyens. N'ont pas les moyens, les centres sociaux n'ont pas du tout de moyens pour faire des activités foraines, pour présenter des modèles de développement à la population, pour accompagner. Aujourd'hui, un orphelin, écoutez, s'il n'a pas la chaleur qu'il faut autour de lui et qu'il tombe dans la rue, c'est fini. Il est exposé à tout. N'empêche que l'État central a réagi par rapport à ce phénomène-là, a pris un certain nombre de mesures. Est-ce que les mesures ont porté leurs fruits? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission et parler également de la question du terrorisme. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque une courte pause. On vous retrouve dans quelques instants. Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui se consacre aujourd'hui sur les questions d'insécurité et de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons. Et nous sommes dans cette émission avec M. Fahim Rahman Rodrigue Koné, il est sociologue, chercheur à l'African Security Sector Network. Merci d'être toujours en notre compagnie. Également avec nous, M. Saka Nyena Folo Laurent, il est expert en économie du terrorisme au laboratoire d'analyse et de modélisation des politiques économiques à l'université de Bouaké. Merci d'être toujours en notre compagnie. Donc, on a essayé de comprendre un peu le phénomène des microbes, mais je voulais revenir avec vous, M. Koné, pour dire que si mes informations sont exactes, le phénomène a commencé dans la ville d'Abobo. Est-ce à dire que Abobo est la commune la plus pauvre ou dont les citoyens sont les plus irresponsables ou démissionnaires vis-à-vis de leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants? Ici, il est difficile d'affirmer de façon directe que c'est la plus pauvre, elle n'est pas la plus nantie, en tout cas dans la commune d'Abidjan. Comme les plus pauvres, c'est ça? Historiquement, c'est l'une des communes qui a bénéficié tardivement de l'aménagement urbain. Il faut se rappeler qu'Abobo est né à la périphérie de la forêt du Banco. Il était essentiellement habité par des travailleurs qui construisaient le quartier du Plateau ou encore les grandes infrastructures en Abidjan globalement et qui rapidement, autour des scieries qui étaient dans la zone de coupé, se créaient rapidement des maisons pour dormir. Et les investissements de l'État ont été tardifs, c'est dans les années, on va dire fin des années 70, 80, qui ont donc créé quand même quelques quartiers, mais globalement, c'est un quartier qui est resté ghettoisé. Et à la faveur des politiques d'ajustement structurel à la fin des années 90, les personnes déclassées de l'administration, les déflatés qu'on appelait, ou ceux qui étaient licenciés, beaucoup se retrouvaient là-bas parce que le loyer était moins cher, parce que bien sûr, il n'y avait pas d'infrastructure réelle. Donc du coup, les parents se sont retrouvés en situation de précarité et de vulnérabilité extrême, au point où finalement, ils n'avaient pas les revenus nécessaires pour pouvoir payer des écoles pour les enfants. L'école publique, malheureusement également, n'était pas très présente dans ces zones. Du coup, vous avez des enfants qui ont été récupérés par des groupes criminogènes qui ont essaimé dans la zone autour du trafic de drogue ou d'autres objets illicites. Vous pointez la responsabilité de l'État en termes de déficit d'investissement, de développement, a donc créé un environnement écologique favorable à cette criminalité des enfants. Mais bien sûr, il ne faut pas situer seulement dans ça, parce que le phénomène a une spécificité. C'est en cela que je dis que la crise post-électorale a quand même également joué. N'oublions pas que c'est là qu'a été installé le commando invisible. Et comme j'ai dit, les enfants ont regardé ce que les adultes ont fait. On le voit dans leur mode opératoire. Et une attaque par surprise et en bande, ainsi de suite. Donc c'est une succession de faits. De phénomènes qui ont structuré le phénomène. Il est important de le rappeler parce qu'en termes de solutions à envisager, les stratégies doivent être foncièrement orientées vers l'action même de développement.
C'est bon qu'il y ait au départ, certes, la répression qu'on a vue dès le début, parce qu'il fallait arrêter un peu la saignée, donc, comme on appelle ça, arrêter ces actions de violence. Mais pour que ce problème soit durablement résolu, il faut des actions plus structurantes de développement. Il faut un investissement beaucoup plus important dans des quartiers comme à Bobo que dans d'autres quartiers. Comme disait quelqu'un, le professeur Akindes, dans un de ses reportages sur ses enfants, si on investit 25 francs à Cocody, il faut investir 75 francs à Bobo. Pour rattraper un tout peu le gap. Voilà, pour définir un environnement. Et c'est comme ça, les parents, certes, ont leur responsabilité, mais aucun parent ne veut voir son enfant basculer dans la violence. Monsieur Saka, la réaction de l'État, est-ce que ça a été efficace pour endiguer le phénomène? Et la réaction de l'État, je pense qu'il ne faudrait pas observer forcément sous cet angle. L'État a mis en place un certain nombre de dispositions. Oui. Peut-être que des représentants de l'État seraient mieux placés pour les déballer. Mais par contre, le constat que nous faisons, le phénomène demeure. Voilà. Si donc vous voulez dire qu'Abidjan est encore aujourd'hui en proie à des enfants qui vous attaquent à tout moment? Malheureusement, oui. Ce phénomène Mais le phénomène a reculé quand même, non? Le phénomène existe. Je ne pourrais pas apprécier dans ce sens parce que le phénomène a grandi, n'est plus au niveau d'Abobo, à Yopougon, à Angré et dans un certain nombre de quartiers. C'est un peu généralisé. C'est un peu généralisé, oui. Voilà. Donc, le phénomène dure. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il faut dire que l'État a échoué? Je crois que l'État doit encore faire du boulot. Et il ne faut pas laisser tomber. Parce que la démographie augmente, le comportement est de plus en plus contagieux et les groupes continueront de grandir. Alors, l'État gagnerait à renforcer son activité. C'est son activité qui vise donc à endiguer le phénomène. Et j'ai parlé tout à l'heure des parties prenantes qui pourraient être associées à ce phénomène, notamment les parents. Les parents, il faut trouver des approches innovantes pour impliquer les parents. Il faut trouver des approches innovantes pour renforcer d'un point de vue institutionnel les centres sociaux, les ONG qui existent et qui agissent dans ce domaine. Elles sont bien là. Il faut renforcer leurs interventions. Il faut avoir des activités coordonnées. Vous voyez, il ne faut pas faire des activités ponctuelles. Non, il faut que l'activité soit coordonnée, il faut qu'elle soit permanente. Et il faut qu'on puisse mesurer la progression du phénomène. De sorte que tant que le phénomène ne finit pas, on cherche toujours à innover avec des approches. En tout cas, c'est un vaste chantier pour l'État quand même, un très vaste chantier pour l'État. Et il y a eu des conséquences quand même, il y a eu des conséquences parce qu'on a constaté que des groupes d'autodéfense se sont constitués et décident de se faire justice eux-mêmes. On voit par exemple ces groupes qui traquent les enfants et qui les tuent même à un moment donné. Et ça devient encore une autre responsabilité de l'État. Comment faire pour redonner confiance à l'État? Mais pendant qu'on parle des phénomènes de microbes, apparemment, on oublie un tout petit peu le banditisme classique, les vols à main armée classiques. Et pourtant, c'est des phénomènes qui existent aussi, non? Bien sûr, ce sont des phénomènes qui existent. On a connu... juste après la crise post-électorale, beaucoup d'agressions à main armée, surtout le phénomène des coupeurs de route qui continue, qui est encore présent. Dieu merci, l'État fait beaucoup d'efforts en termes de réfection des routes, donc il limite un peu l'espace, on va dire, d'intervention de ces acteurs, mais il reste que le phénomène reste présent, surtout dans les zones rurales. Dans les zones rurales, le phénomène reste présent. Et donc, il est important, effectivement, d'agir. On connaît plus ou moins un peu les origines de ce phénomène des coupeurs routes. Il y a eu une prolifération des armes légères de petit calibre, dont voilà, la crise post-électorale a été l'une des sources premières, mais également il y a le trafic aux frontières, ainsi de suite.
Et la question de la gestion même des déshydratants de la crise de 2010 avec des acteurs qui ont été mal réinsérés ou pas du tout insérés, beaucoup de ces acteurs issus de ces rangs de démobilisés ont été les acteurs porteurs un peu de ces actions. Et on l'a vu que progressivement, ça s'est calmé, mais il reste encore des entreprises criminelles très fortes qui agissent. Il y a un marché de location des armes, ainsi de suite, donc qui alimente un peu cette criminalité qui est persistante et dont il faut traiter. Et M. Saka, on a constaté quand même qu'il y a pas mal d'enfants microbes qui ont été arrêtés, mais qui ressortent très rapidement. Et ce qui choque la population, est-ce que sur ce point, l'État a failli à sa mission, ou bien c'est les règles, les lois qui sont un peu trop tolérantes vis-à-vis des enfants? Comment est-ce que vous expliquez cela? Je crois qu'il faut davantage responsabiliser l'État. Il faut donc, parce que l'État a le dos large et il encaisse tout. Donc, à juste titre, on peut dire que l'État, effectivement, a failli à sa mission parce que le problème demeure. Et sa mission, c'est d'endiguer carrément le problème. Voilà. Alors, sur ce point, les personnes sont mises en prison, elles ressortent. Bon, on ne maîtrise pas le cadre dans lequel elles ont été prises, etc., et toute la procédure qui a dû faire en sorte qu'elles soient libérées, etc. Mais si ce phénomène est observé et si ça se présente ainsi, je crois qu'il faut revoir le cadre juridique et il faut davantage serrer les boulons pour que ceux qui sont fautifs, effectivement, subissent la rigueur de la loi. Et si la loi n'est pas suffisamment pertinente pour contenir le problème, il faut peut-être adapter, il faut peut-être redresser un peu, retoucher un peu les textes pour qu'il y ait un format qui s'adapte à une nouvelle procédure. J'ai parlé tout à l'heure de dispositions innovantes. Parce que le problème est nouveau. Et le problème change de configuration. Vous voyez, on dira par exemple que c'est des personnes qui sont forcément pauvres. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ne sont pas pauvres. Il y a des personnes également qui habitent dans des ménages. Papa est là, maman est là. Et pourtant. Et pourtant, vous voyez, donc le phénomène est multiforme. Ce qui fait qu'il est difficile à cerner. Ce qui est sûr... Je pense qu'il faut peut-être qu'on clarifie aussi, qu'on précise les choses. Si on parle de ces groupes, de ces enfants en conflit avec la loi, qui sont mineurs et tout cela, il y a des approches bien particulières qui sont définies et encadrées par la loi en termes de solutions. Oui. Il y a pour les enfants mineurs, je pense qu'il y a des processus de resocialisation. C'est pourquoi l'État a mis... Il y a pas mal d'actes qui ont été posés dans ce sens. Voilà, qui ont été posés, justement. Pour la réinsertion professionnelle, par exemple, l'accompagnement. C'est même appuyé souvent sur des acteurs des ONG, mais il y a eu tout un travail de civisme, d'éducation à la citoyenneté et d'accompagnement à une réinsertion socio-économique. Voilà. Seulement, comme j'ai dit, ce sont des actions qui sont pertinentes à moyen terme, mais à long terme, je pense que la responsabilité première de l'État, c'est la question du développement. C'est la question du développement. Tant que l'État, on a beaucoup parlé d'une économie sous la gouvernance du régime Ouattara de 2011 à 2010, d'une économie avec une forte croissance, un retour à la croissance. Mais la question de la redistribution des fruits de la croissance s'est posée. Et notamment à des investissements de type sociaux pour ce type de quartier défavorisé, déclassé depuis longtemps, reste, à mon avis, un défi majeur pour enrayer les problématiques de cette forme d'insécurité. Il faut effectivement qu'il y ait plus d'écoles dans ces zones. Il faut qu'il y ait plus de routes aménagées avec des postes de sécurité. Il faut qu'il y ait beaucoup plus des opportunités saisies en termes d'emploi. C'est, à mon avis, cette action de l'État, forte de l'État, qui devrait être la solution durable. En tout cas, l'indice de sécurité s'est amélioré nettement ces dernières années. En 2012, nous étions à 3,4. En 2019, on est arrivé à
à 1,3, ce qui veut dire que les actions qui ont été menées par l'État central ont porté quand même quelques fruits à travers ces chiffres. Mais on en était là. On en était là quand la question du terrorisme est arrivée, quand la Côte d'Ivoire a été durement frappée il y a quelques années. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Ça a été une épreuve très difficile parce que le terrorisme, dans un premier temps, crée un sentiment de frayeur et crispe l'environnement économique et social. De ce fait, le secteur économique en pâtit. Les activités comme le tourisme et bien d'autres activités relatives aux loisirs et les activités essentielles comme l'éducation, etc., en pâtissent. De ce fait, ça a été difficile. Ça a été difficile et on espère que on ne replongera pas dans de telles situations. Mais, Monsieur Koné, c'est en 2016, plus précisément le 13 mars, que la Côte d'Ivoire a été attaquée pour la première fois, c'était à Bassam. Est-ce que vous redoutiez le phénomène? Parce que c'était déjà autour dans des pays. Bien sûr qu'il y avait déjà des signaux. Il y avait lesquels, par exemple? Il y avait eu, je pense, déjà des communiqués qui étaient menés par les groupes djihadistes qui avaient lancé une adresse aux pays qui participaient, je dirais, à la coalition, je dirais, de lutte contre le terrorisme avec la crise au Mali. La Côte d'Ivoire n'avait pas directement engagé de bataillon, mais avait un appui logistique important. Et donc, il y avait plus ou moins de ce fait-là une exposition du pays voilà, à cette menace-là. Et je pense que des renseignements bien précis même avaient déjà ont montré qu'il y a eu plusieurs tentatives bien avant qu'il y ait cette tentative effective de 2016. Donc, plus ou moins, voilà, les gouvernants, les autorités étaient plus ou moins informés. La population, peut-être, il n'y avait pas cette prise de conscience aussi large au sein des populations, mais l'attaque de Grand Bassam a éveillé véritablement la conscience populaire collective autour de la En tout cas, après cette attaque, l'État central a pris ses responsabilités, mais cela n'a pas empêché les terroristes de revenir une seconde fois, il y a quelques mois seulement. Mais comment est-ce que l'État, quelles sont les mesures qui ont été prises par l'État désormais? Est-ce qu'on est à l'abri? Aujourd'hui, c'est la question que nous allons voir dans la toute dernière partie de cette émission. Mais avant, nous allons faire un tour sur le terrain parce que nous sommes en pleine campagne électorale ici en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons campagne en vue des élections présidentielles du 31 octobre prochain. Les candidats sont sur le terrain. Suivons tout de suite le journal de campagne concocté par l'équipe d'Africa 24 déployée ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de campagne. Voici les titres. Les femmes du RHDP en campagne à Bloloquin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La majorité présidentielle souhaite mobiliser 2000 électrices dans cette localité. Et puis, le candidat indépendant Kwadjo Konan Bertin dévoile son ambition pour les paysans de Côte d'Ivoire. Il souhaite améliorer leurs conditions de vie. Les détails dans ce journal. À suivre également dans cette édition du journal de campagne, la carte postale de la ville de Toulepleu à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Les femmes du RHDP sont allées à la rencontre des habitantes de Bloloquin à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Objectif, mobiliser 2000 électrices pour le compte du candidat de la majorité présidentielle, Alassane Ouattara. Retour sur cette rencontre avec notre envoyé spécial à Bloloquin, Olive Adiakotan. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP veut mobiliser 2000 électrices à Bloloquin dans l'ouest ivoirien pour la présidentielle du 31 octobre 2020. En tête, la ministre et seule femme présidente du conseil régional en Côte d'Ivoire, Anne-Désirée Ouloto. Ici, la directrice régionale de campagne du candidat Alassane Ouattara a proposé aux femmes le programme de société de son mentor. Quel est le président, après le président Houphouët-Boigny, qui a réussi à faire mieux que le président Houphouët-Boigny? Il est le seul. C'est ça le bilan. Elle gagne beaucoup. Elle gagne des infrastructures, elle gagne les emplois pour leurs enfants, elle gagne la paix par-dessus tout. Et puis vous savez ce qu'elle gagne? Ce qu'elles n'ont pas arrêté de rabâcher hier comme un disque. Elle gagne la première dame Dominique Ouattara et le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui changent leur vie, qui redonnent la dignité à leur famille.
Plusieurs centaines de femmes ont pris part à ce meeting d'ouverture de la campagne dans la région du Cavali. D'après les organisateurs, les femmes de Bloleken ont soumis plusieurs doléances, surtout l'autonomisation financière aux représentants du candidat Alassane Ouattara. Nous avons besoin de financement pour nos activités et pour nous aider, pour que nous soyons autonomes à Bloleken, puisque nous parlons de l'autonomie de la femme. Nous voulons que Bloleken soit dans le train de l'émergence et pour le développement. La campagne électorale se déroule du 15 au 29 octobre 2020. L'électorat féminin du Grand Ouest est estimé à plus de 50% selon les cadres et élus du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Opération séduction du candidat indépendant Kouadio Konan Bertin face aux paysans de Côte d'Ivoire. Il leur promet une retraite paisible aux frais de l'État s'il est élu au soir du 31 octobre prochain. Le point dans cet élément signé Alain Canon. Le candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 poursuit son périple à travers la Côte d'Ivoire pour convaincre les électeurs. Après Divo, Yopougon et Yamoussoukro, Kouadio Konan Bertin a déposé ses valises ce samedi à Béoumi, dans la région du Gbeke. Cette communion avec la population au terrain Goli de la ville a été l'occasion pour lui de présenter son projet pour le monde rural. Ce que je vais faire dans ce pays, quand je vais être président, d'abord, il faut que vos cacao en anacarde soient bien payés. Je suis paysan. Je connais la valeur du planteur. Et je sais que quand nos parents ont l'argent dans le village, la Côte d'Ivoire se porte bien. Il faut faire en sorte que nos villages ne soient pas pauvres. Comment quelqu'un qui a travaillé depuis 20 ans, 15 ans au champ, il a fait cacao, il a fait café, il a 70 ans. Tous ses enfants sont à Abidjan. Il est seul au village et il n'a plus rien parce que les cacaoyers ont vieilli. L'État doit garantir une retraite à tous les planteurs. Ici comme partout, Kouadio Konan Bertin est revenu sur son engagement de mettre la jeunesse au centre de son action d'édification d'une Côte d'Ivoire prospère et hospitalière. Houphouët-Boigny n'est pas mort avec le génie ivoirien. Il y a du génie en chacun d'entre vous. Et il faut que nous puissions le démontrer à la face du monde. Que la Côte d'Ivoire demeure toujours un pays d'espérance. Un pays d'espérance. Mais parce qu'on va faire confiance à notre jeunesse. Et la responsabilité pour qu'elle trouve du travail et qu'elle construise le pays. Kouadio Konan Bertin poursuit sa campagne pour diriger la Côte d'Ivoire. Après Béoumi, il se rendra dans les localités de Boundiali, de Bondoukou et de Yopougon. Vincent Iré-Toby fait partie des personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire. Ancien préfet de la capitale économique, il a choisi de mettre son expérience au service de la paix en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial à Abidjan, Ange Bijou-Nomenio. La campagne électorale a drainé un certain nombre d'influenceurs en Côte d'Ivoire. Ces derniers usent de leur personnalité pour faire passer des messages de paix. Parmi eux, on peut citer Vincent Iré-Toby, l'ex-préfet de la ville d'Abidjan. Ce dernier est très suivi sur les réseaux sociaux. Sa manière d'être et sa manière de faire font qu'il a toujours été proche de la population. Dieu m'a fait la grâce de visiter presque tous les pays d'Afrique. Je connais le prix de la violence, je connais le prix de la haine. J'ai vu des destructions dans des pays. J'ai été dans les pays les plus difficiles d'Afrique. J'ai été dans les pays qui ont connu le chaos total. Il n'y a pas un seul pays ayant été en très grande difficulté où je n'ai pas été. Et je connais le prix de la paix. Quand je regarde mon pays, quand je regarde l'euphorie, la passion, l'aveuglement qui s'empare des hommes politiques et des populations, je dis, vous ne savez pas. Vous avez vécu déjà une crise en Côte d'Ivoire, la plus grave, c'est le 2010, mais il y a des crises beaucoup plus graves que celle-là, qui ont coûté des centaines de milliers de vies. Et c'est pour cette raison que je m'investis aujourd'hui comme citoyen dans la promotion de la paix. Je vais pardonner pour des choses qui sont arrivées. Et cela m'a permis de grandir. Il faut pardonner. Il faut s'accepter. Il faut s'humilier souvent pour obtenir la paix. La paix intérieure pour soi, la paix pour sa communauté. Les messages de paix véhiculés par l'ex-préfet d'Abidjan sont teintés d'humour, de plaisanterie et de sérieux. Une manière spécifique aux Ivoiriens. Il a choisi de communiquer de la sorte pour se mettre au même niveau que les populations. Nous avons un langage
qui peut être châtié, qui peut être académique. Mais il sert à quoi? Si on a des populations analphabètes qui ne sont pas à l'école, pour plusieurs raisons, qui ne comprennent pas ce langage, il faut parler le langage. Vous avez une population qui vous écoute, parlez le langage de cette population. Ce n'est pas tuer le français. En 2020, Vincent Irié-Toby démissionne de son poste de préfet pour des raisons personnelles. Il se consacre à 100% aujourd'hui à la transmission des messages de paix. La carte postale du jour nous amène à Toulepleu, une ville située à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Ville forestière et montagneuse, ses habitants sont des descendants de la communauté Oué. Reportage. Fondée en 1913, la ville de Toulepleu se situe à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Elle se trouve à une quinzaine de kilomètres de la frontière Côte d'Ivoire-Libéria. Toulepleu appartient au Oué, peuple autochtone de la région. Toulepleu, c'est également un fort potentiel agricole et touristique. C'est une ville forestière et montagneuse du district des montagnes dans la région du Cavali. C'est une ville d'avenir. C'est un département d'avenir. C'est un département où nous avons une population jeune, nous avons de la forêt, nous avons des cours d'eau, nous avons un potentiel touristique extraordinaire. Toulepleu est une ville de paix. C'est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire par le Libéria et plus loin par la Guinée. Toulepleu est aussi une ville martyre, comme presque toutes les villes du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a souffert des affres des crises successives, avec même souvent l'invasion des milices libériennes. Et en 2020, année de la présidentielle, on sensibilise ici davantage à la paix. Vraiment, nous avons souffert à Toulepleu. C'est pourquoi, à la veille des élections, tous les chefs ici présents, le chef Vamondé, le chef Alain Guidi que je suis, lancent un message fort aux populations de Toulepleu, afin que ces élections-là soient des élections vraiment apaisées. Nous prodiguons des conseils à nos enfants pour que on cherche à regarder le bonheur devant nous. Toulepleu signifie chez Toule en langue Dan ou Yakuba, mais c'est une ville Oué, peuple autochtone de la région. Son nom originel serait Toulobri chez Toulo en langue Oué. C'était la carte postale du jour signée Olive à Diacotan. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24. Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui aborde la question de sécurité et de lutte contre le terrorisme ici en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons, émission organisée en marge de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Avec nous, M. Fahiraman Rodrigue Koné, il est sociologue, chercheur à l'African Security Sector Network. Également, Saka Ninafolo Laurent, expert en économie du terrorisme au laboratoire d'analyse et de modélisation des politiques économiques. Merci d'être toujours en notre compagnie. On avait abordé la question du terrorisme. C'est vrai qu'il y a eu 2 attaques réelles, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été déjouées selon certaines informations, beaucoup d'autres qui ont été déjouées. Mais il faut quand même saluer la bravoure des forces de l'ordre qui, pour toutes les 2 fois, ont réagi promptement. Non, vous n'avez pas fait ce constat? Oui, on va dire que la première attaque de mars 2016, l'intervention, c'est là qu'on a vu en scène les forces spéciales qui ont été, je pourrais dire, de longue date préparées à cette éventualité d'attaque. D'ailleurs, leur intervention a été saluée comme l'une des plus rapides en son temps. Oui, parce qu'au bout d'une demi-heure déjà. Au bout d'une demi-heure, ils étaient déjà sur le terrain, ce qui a certainement limité les dégâts. Mais comme vous le savez, une attaque terroriste, lorsqu'elle intervient, elle crée déjà de grands dégâts au point de vue déjà même psychologique, la peur que ça crée. Il y a eu des dispositions que l'État a prises, notamment, comme j'ai dit, de façon en termes de capacité opérationnelle, en mettant en place des forces, des unités particulières, en renforçant également le renseignement avec les autres États de la sous-région
et également avec les acteurs internationaux pour pouvoir déjouer, comme vous l'avez dit, plusieurs attaques. Malheureusement, celle de 2020 est quand même est arrivée. Mais cela éveille la conscience et un peu la nature de cette menace elle-même, qui est multiforme et qui est difficile à saisir. C'est une menace qui, en général, passe par des réseaux communautaires et c'est toujours difficile d'identifier de façon claire la figure de l'ennemi et donc d'anticiper toujours. Bon, cela appelle également à un autre mode opératoire au niveau de l'intervention des forces qui doivent s'adapter à ce type de menace tout en développant beaucoup plus le renseignement en se basant sur les acteurs au sein des communautés, mais également en développant la coopération entre les autres forces de la sous-région pour contrecarrer cette question. L'attaque, pour la gouverne de nos téléspectateurs, l'attaque du 13 mars 2016 à Bassam a fait 22 morts, et puis celle de Kafolo a fait une dizaine de morts. Alors, M. Saka, l'État a quand même pris d'autres mesures, ne serait-ce que sur le plan judiciaire. On a vu que l'État a durci son arsenal juridique en votant des lois. Notamment, il y a une loi qui a été adoptée qui punit désormais de 10 à 20 ans l'apologie du terrorisme. Est-ce que cela aussi joue son rôle dans le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui? Il faudrait d'abord dire que la pression terroriste est multipliée par 3 depuis près d'une décennie. Et de plus en plus, les terroristes innovent en termes d'approche, en termes de violence et cherchent à multiplier le nombre d'attaques. Et en cela, je crois qu'il faudrait dans un premier temps remercier les forces de l'ordre, et notamment au niveau du renseignement, qui est un aspect très important de la lutte antiterroriste. Alors, à ce niveau, est-ce que nous sommes à l'abri de tels phénomènes? Les périodes qui vont suivre, les services de renseignement, en faisant remonter l'information, permettront, je suppose, d'indiquer le phénomène. Parce que nous, en tant que population, il ne faut pas qu'on ait peur, il faut qu'on ait confiance. Parce que la première arme du terroriste, c'est la peur. C'est ce qu'il veut faire régner. Si jamais, suite à un incident terroriste, on dit par exemple qu'il y a X victimes et qu'il n'y a pas de communication à la suite de ces victimes, les terroristes sont perdus. Ils veulent qu'on ait peur. Et c'est là qu'il ne faut pas du tout leur donner raison. Dans ce sens, je veux bien dire qu'il faut faire confiance et se dire que nous sommes à l'abri. Par contre, pour ce qui est du public, des autorités, il faut redoubler d'efforts. Il faut savoir que les échéances électorales et l'environnement post-électoral, lorsqu'il est perturbé, crée un environnement favorable au terrorisme. Et c'est fortement lié. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un certain nombre d'insécurités. Et là, le terrain peut être très, très poreux. Mais ça est très, très important, oui. Au terrorisme. Oui, aspect très important. En tout cas, l'État central a pris quand même pas mal de mesures. Hein, et on peut dire que le taux de croissance est très important, a pu permettre un certain nombre de choses. On doit 118 commissariats qui ont été réhabilités, rééquipés aussi, des véhicules de commandement qui ont été donnés aux troupes. On ajoute aussi la construction de nouveaux commissariats. Hein. Tout cela va permettre d'asseoir quand même un climat de sérénité et ainsi de suite. Mais il y a autre chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est les violences communautaires qui créent un climat d'insécurité aussi. Mais qu'est-ce qui pousse cela? Pour certains, c'est des causes lointaines, historiques, liées à la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que les acteurs politiques n'instrumentalisent pas aussi ce phénomène-là afin de pouvoir avoir le contrôle sur la base? Tout à fait. On va dire que les violences communautaires, globalement, quand on regarde
comme ça, à première vue, on voit en général qu'elle se joue autour des ressources économiques. Globalement, la question foncière revient constamment, ou encore autour voilà, des ressources forestières d'autres natures. Et plus récemment, de certaines niches économiques qui émergent, comme l'orpaillage, et ainsi de suite. Mais aussi, on constate que ces violences-là sont beaucoup plus manifestes et ont beaucoup plus d'écho pendant les périodes électorales. On constate par exemple aux élections locales ou encore même aux élections présidentielles, nous sommes dans un contexte électoral actuellement, on voit comment les face-à-face identitaires alimentent également cette campagne et les violences qui en découlent. Donc le lien de cause à effet entre l'environnement politique et la résurgence, ou je dirais la manifestation de ces violences-là n'est pas à écarter. Quand on regarde très bien la culture politique de nos élites, on se rend très bien compte qu'il y a souvent un marketing des identités communautaires dans la stratégie de conquête du pouvoir. Et la violence elle-même est souvent investie comme un répertoire de l'action politique. Donc du coup, on voit très bien que les clivages qui se font au niveau local visent souvent à capter un électorat ou à capter un support, je dirais, des alliés. Donc il y en a qui arrivent à tirer quand même un intérêt de cela. Oui, il y en a que je pense que les acteurs politiques, quand ils profitent de premier niveau, le discours qui s'est cristallisé autour de l'ivoirité dans les années 90, ou encore qui a alimenté même la crise du moins la crise de 2002, la rébellion armée, la question identitaire reste lancinante, reste l'un des Il va falloir qu'on y trouve une solution définitive. Oui, mais pour que ça ne revienne plus jamais. C'est d'abord la crise du politique. Oui. Il faut un travail au niveau politique pour reconstruire. Vous voyez que nous sommes constamment autour d'une instabilité politique chronique. Et ça se joue toujours autour des élections. Parce qu'il y a un déficit de construction consensuelle des règles communes où les acteurs politiques n'arrivent pas à définir, à travers un dialogue de réconciliation, à définir des règles communes pour faire le jeu politique. Merci, M. Koné. M. Sarka, il va falloir faire quelque chose pour que cet éternel problème de violence communautaire ne revienne pas chaque fois quand on est à la veille des élections ou bien quand on a une consultation qui arrive, que ces problèmes identitaires reviennent, non? Oui, il faut vraiment faire quelque chose dans ce sens et il y a une sensibilisation qu'il faut faire auprès de nos acteurs politiques. Sensibilisation seulement? Une sensibilisation. Ils sont suffisamment sensibilisés. Oui, mais en fait, il y a des mesures d'accompagnement tout à fait et il faut avoir des mesures quand même de cohésion. D'un point de vue juridique, il faut qu'il y ait des balises. Il faut que ce soit appliqué. Alors, je crois que ça doit remonter à des réformes beaucoup plus profondes. Et si on y prend garde, on risque d'aboutir à des schémas qui ne sont pas souhaités. Voilà. En tout cas, les acteurs politiques sont à l'écoute de cette émission. Ils ont pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Et nous espérons que le président qui sera élu va pouvoir mettre tout cela en application pour le bonheur des Ivoiriens. Chers invités, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. M. Sarka, merci M. Koné. Nous sommes à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez avec nous en compagnie des programmes d'Africa 24 et avec le même plaisir.